Bonjour, on est le 1er juin 2020, lundi 1er juin 2020, qui est un jour férié aujourd'hui. Et la journée se présente bien parce qu'en fait, je vois que le ciel a une couleur bleue avec des petits cumulus présents dans le ciel. Cette vidéo-ci va voir un petit peu les latences des micro-organismes et principalement du virus de deux protistes, les bactéries et les virus. Bactéries et virus. Alors, je vous rappelle que les protistes, on range chez les protistes les êtres vivants qui ne possèdent pas de vrais tissus. Donc, ce sont ni des plantes, ni des animaux, c'est-à-dire que on extrait la cellule animale, la cellule végétale, voilà, et pour ne garder que les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons et les algues. Mais ici, dans cette vidéo-ci, je vais parler de la latence. La latence de certains micro-organismes, et je parlerai de la latence de quelques bactéries données en exemple et de quelques virus donnés en exemple. Alors, je vous rappelle que ce sont des bactéries. Ce sont des bactéries. J'en ai cité le Klebsiella pneumonia, le Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ou E. coli, Escherichia coli ou E. coli, Staphylococcus aureus ou Staphylococcus doré, et l'entérocoque. Voilà, j'en ai donné 1, 2, 3, 4, 5 exemples. Je vais voir les latences de ces bactéries ainsi que des latences de virus. Et je donne en exemple 4 virus. Ouais. Voilà. Pour les virus, j'en donne 1, 2, 3, 4 exemples de virus, de latence de virus. Ici, je vais donner, pour les bactéries, 5 exemples de bactéries avec leur temps de latence. Alors, j'ai pris pour les bactéries le Klebsiella pneumonia, le Pseudomonas ouais, c'est difficile à dire, hein, mais enfin bref. Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus. Ouais, attention, coccus, normalement, on dit staphylocoque. Staphylocoque s'écrit comme ceci. Staphylocoque. Voilà. Alors, on dit coquille comme ceci avec 2 C. Mais Staphylococcus, apparemment, ce serait probablement 2 C. Puisqu'en fait, un coquille, c'est avec 2 C. Mais coccus, c'est avec 2 C. Donc il y a une petite erreur là, Staphylococcus aureus. L'entérocoque. Et voilà, ça ce sont les 4 bactéries, les 5 bactéries avec leur temps de latence. Et pour les virus, on a le vaccinia-virus, l'adénovirus, le virus VHA de l'hépatite A. Ça veut dire en fait c'est le virus de l'hépatite A, virus hépatite A, et le norovirus. Bon, je vous rappelle que la structure, plus on descend dans la structure, plus elle devient de plus en plus, je veux dire, petite. Hein. On sait bien que bon, une cellule animale est beaucoup plus complexe qu'une cellule, qu'une cellule bactérienne.
Et qu'une cellule bactérienne est beaucoup légèrement un peu plus complexe que la cellule qu'un virus. Parce que le virus, déjà, de un virus, c'est pas forcément un être vivant. On le considère parfois vivant, parfois non vivant. Quand il est en latence, il est non vivant. Et quand il est dans un autre, il est vivant. Voilà. Ben moi, je l'appelle, pour simplifier les choses, je dis que c'est un être vivant. Parce qu'il a des modes d'attaque bien précis. Et voilà, donc en fait, pour moi, ça fait partie du vivant, bien qu'à certains moments, il n'est pas vivant. Voilà, il vit quand même. Voilà, quand il vit pas à un moment donné et puis qu'il vit à un autre moment, pour moi, il vit. Il vit, voilà. Mais, bien sûr, les scientifiques font des distinctions entre, voilà, ils disent que c'est pas un être vivant, parce que parfois il vit, parfois il ne vit pas. Et quand il est en dehors de l'autre, il ne vit pas, mais quand il a un habitat, quand il a un autre, il vit. Alors pour eux, pour les scientifiques, certains scientifiques, ben, je veux dire, c'est pas un être vivant. Voilà. Et moi, pour simplifier la chose, je dis que c'est un être vivant. Voilà. Alors maintenant, euh, les virus n'ont pas de noyau, pas de cytoplasme, et ils sont bien sûr plus petits qu'une bactérie, et les virus sont plus petits qu'une bactérie, les bactéries sont plus petites que les cellules animales. Les cellules animales qui, elles, sont plus petites que les cellules végétales. Alors, bien sûr, vous comprendrez qu'on ne les voit pas. Les virus et bactéries sont invisibles à l'œil nu. C'est pour ça qu'on utilise des instruments optiques pour déceler les bactéries. Et certains virus peuvent être sont décelables aux instruments optiques, mais on a à la limite des instruments optiques. Donc autant mieux les voir au microscope électronique, parce qu'ils sont plus petits. Mais certains sont décelables en microscope optique, mais on est à la limite du microscope optique. Donc autant prendre le microscope électronique et de les voir, de les observer. Enfin, s'ils existent bien sûr, hein, parce que s'ils ne sont pas là, on n'aurait pas ces virus-là ou ces bactéries. Là on a présence ou absence de bactéries ou de virus. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit au microscope? On voit des formes. On voit la forme extérieure. Et donc, on peut se dire à quoi plus ou moins on a affaire. D'autant plus que les bactéries se classent suivant trois familles, hein, qui sont les coques ou les bacilles avec deux ailes, hein, bacilles avec deux ailes, et les spiriles. Les spiriles qui créent les spirilloses. Les spiriles, les coques. Bon, si vous écrivez coccus, comme je vous l'ai dit, c'est voilà, deux C. Bon, les coccus sont des formes sphériques ou, si vous voulez, globulaires. Sphériques ou en globule. Voilà, ils sont sphériques ou en globule. Voilà, ça c'est pour les coques. Et ils apparaissent en simple coque ou monocoque, diplocoque. Voilà, en chaîne, en chaînette. Qui sont on appelle ça on a les monocoques, diplocoques, les streptocoques, voilà, en chaîne c'est en streptocoque, et en grappe c'est les staphylocoques. Et puis les bacilles, ben, ça vient du mot baculus ou baculum. Baculus ou baculum, c'est avec un L, et ça ce sont des bâtonnets. Et parfois ils ont des flagelles, voilà, flagelles polaires, pour pouvoir bouger. Ils ont des flagelles polaires pour pouvoir bouger, alors que d'autres, certaines sont immobiles. Hein. Certaines sont immobiles et certaines bougent. Voilà, voilà des flagelles. Voilà. Ça c'est les bacilles. Et les spiriles, bon, ce sont pas des bâtonnets, mais c'est un bâtonnet, mais à ce moment il est recourbé, hein, il est retourné, recourbé. Voilà. Donc on les classe par forme. Quand on observe au microscope, on sait à quoi on a affaire, si on a un coq, un bacille, ou... Enfin, si on a des... Parce que les bactéries peuvent vivre seules ou, on va dire, accompagnées, en colonie. Ils peuvent vivre seules ou en colonie. Bon, on peut avoir des coques, des bacilles, des spiriles, voilà. Donc au microscope, on peut les distinguer, on les observe, on les distingue et on les détecte. Une fois qu'on l'a détecté, ben, on a les résultats d'analyse qui sortent bien sûr, parce qu'il y a des protocoles. Hein, quand il y a des analyses, il y a tous des protocoles. Et donc, il y a fatalement un rapport
Comme quand un policier fait une intervention, ben, il y a un rapport de police. C'est la même chose. Il y a toujours comment est-ce qu'on appelle ça, des écrits. Les écrits, par exemple, si on prend la police, il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, un procès verbal, voilà, d'audition. La personne, bon, raconte, bon, les faits. Et ici, ça s'appelle la même chose. Ici, on a, comment est-ce qu'on appelle ça, un rapport qui établit les résultats de, de l'analyse. Voilà. Et alors, bon, tout le monde connaît ça. Hein. Tout le monde connaît ça parce que tous ceux qui ont fait des études ont fait des laboratoires. Tous ceux qui ont fait des études ont fait un jour ou l'autre du laboratoire, soit du laboratoire de chimie, du laboratoire d'électricité. Là, on pratique, en électricité, on parle plutôt de pratique professionnelle. Donc, on ne parle pas de laboratoire, hein, on parle plutôt de, voilà, c'est plutôt l'atelier. En atelier électricité. On essaye, bon, dans les ateliers d'électricité, de mécanique, de robotique, bon, c'est une enceinte qui tente de faire en sorte que ce soit un microcosme du milieu extérieur, mais ce n'est pas le milieu extérieur. Vous comprendrez que quand quelqu'un apprend l'électricité avec des câbles, mais il ne fait pas des saignées. Parce que bon, le milieu du bâtiment, celui qui fait de l'électricité au niveau du bâtiment, ben, il va faire des saignées et là il va comprendre ce que c'est que le travail d'électricien. C'est pas forcément faire des câblés ou mettre des câbles ou refermer voilà, au travers d'une plâtresse refermée des canalisations, je veux dire, qui sont des canalisations qui sont euh, dans, dans des, comment est-ce qu'on appelle ça, des, dans des saignées. C'est pas forcément refermer des saignées, c'est pas forcément mettre des câbles dans des saignées, c'est pas forcément raccorder l'électricien, mais c'est beaucoup, surtout, faire des saignées, c'est créer des saignées avec une grosse machine, c'est-à-dire une, comment on appelle ça, une disqueuse, avec une disqueuse. Voilà, on fait des saignées avec une disqueuse. Bon, il existe des saignées, on peut, voilà, on installe la machine, elle fait une double saignée par exemple, une simple saignée. Je veux dire en installant la machine sans la prendre manuellement. Et ça existe des machines comme ça. Mais c'est pour vous dire qu'un atelier d'électricité ou de mécanique va faire en sorte d'être un microcosme de l'extérieur, mais n'est pas l'extérieur. Puisque c'est un lieu d'apprentissage, mais on ne voit pas la réalité du terrain. La réalité du terrain, est-ce qu'elle, que ce soit en mécanique ou en électricité, mais la réalité du terrain, la première des choses quand vous irez travailler, faire de l'électricité, si vous sortez d'électricité, mais on va vous demander de faire des saignées, faire des tranchées. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que vous appreniez à l'école, parce que, enfin, rien à voir, non, mais c'est le terrain. Le travail de terrain n'est pas le microcosme d'atelier. Le microcosme d'atelier, on vous apprend à raccorder, à mettre des câbles électriques, etc. Mais vous ne viviez pas la vraie expérience de terrain. Donc, pour l'électricité, la mécanique et la robotique et d'autres corps de métier en apprentissage, mais il se fait, on va dire, on parle pas de laboratoire, mais on parle d'atelier. On parle d'atelier. Par contre, en chimie ou en physique, on a des laboratoires là. Ce sont des laboratoires on appelle ça des laboratoires de physique et des laboratoires de chimie. Et donc, quand quelqu'un réalise un laboratoire sur une expérience quelconque, mais fatalement, en fin de laboratoire, il doit remettre un rapport de laboratoire qui permet de dire ce qu'il a fait, bon, qui devient protocolaire, hein, comme le professeur demande. Le professeur demande à ce que ce soit protocolaire, c'est-à-dire il exerce, enfin il met en place, il prépare son matériel. Hein, bon, ça fait partie du protocole. Il prépare son matériel, il rassemble son matériel, il vérifie son matériel s'il est de bon usage. Il doit faire des étalonnages, mais il est fait avant toute démarche de laboratoire. Et puis quand bien sûr, il prépare tout ça par écrit avant, ce dont il a besoin. Donc qu'est-ce qu'il a besoin comme appareil de mesure, qu'est-ce qu'il a besoin comme matériaux, qu'est-ce qu'il a besoin comme matériel, qu'est-ce qu'il a besoin comme matière, qu'est-ce qu'il a besoin. En chimie, on a besoin de matière, hein, parce que les laboratoires de chimie se font avec de la matière. Voilà. Qu'est-ce qu'il a besoin, bon, et il note tout ça.
Tout ça, c'est dans des rapports protocolaires que le professeur demande, et qu'en laboratoire, on demande pas forcément de faire parce que ça vient d'automaticité, mais on demande un rapport de résultat final. C'est-à-dire, dans les laboratoires, on demandera un rapport final, lisible et accessible pour voilà, les gens pour qui c'est destiné. Ça peut être destiné à tout et n'importe qui. Hein. Bon, un rapport de laboratoire peut être destiné à une entreprise, à un hôpital, à un médecin, à des avocats, des juges, etc. C'est une affaire qui est traitée au tribunal. Mais je veux dire, les juges s'intéresseront au laboratoire d'expertise scientifique. Voilà, voilà, quel qu'il soit le laboratoire d'expertise scientifique, quel qu'il soit. Un bâtiment qui tombe, mais si on voit que on voit que certains matériaux n'étaient pas de qualité, ben, voilà, on prendra en compte ça dans un jugement, par exemple. Voilà, donc ici, le laboratoire feront un rapport d'expertise final, voilà, qui montrera l'analyse. Et donc, moi, je vous disais qu'au laboratoire, dans les écoles, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un rapport final. C'est-à-dire que la personne prépare son matériel de manière protocolaire, elle étalonne son matériel de manière protocolaire, elle prépare les matériaux, les instruments de mesure et tout ce qui s'ensuit, la matière, en quel cas s'il y avait de la matière, et puis il réalise, suivant des procédures bien définies pour être le plus précis possible, ben, elle effectue le mode opératoire ou les procédures pour établir ses essais. Et après, elle fait l'observation. Dans les observations, mais s'il y a des calculs à faire, mais elle fait les calculs et elle tire des conclusions. Et ceci constitue par écrit le rapport d'analyse à donner bien sûr au professeur qui lui va lire et va voir si la personne a bien respecté les procédures les modes opératoires, si elle a tout fait dans les règles de l'art, et s'il a les bonnes valeurs. S'il a les bonnes valeurs, et s'il a tiré les bonnes conclusions. Voilà, et à partir de là, bon, il y a une cote qui est faite par le professeur. Mais voilà, ça c'est la cote donnée par le professeur parce que ça reste que bon de la cotation dans une école, mais dans un laboratoire, on va dire industriel ou un laboratoire qui est une compagnie, hein, une société qui fait des analyses, ben, là il y a un rapport d'expertise. Bien sûr, ils recevront une rémunération en contrepartie, et le rapport d'expertise partira vers d'autres cieux pour lesquels c'est destiné. Et ils seront analysés par d'autres personnes ou par d'autres corps de métier, tels que médecins ou praticiens de la santé ou autres, et qui pourront établir des soins de santé en fonction de ce rapport d'analyse. Par exemple, bon, des rapports d'analyse, on peut en faire beaucoup, surtout n'importe quoi. On peut regarder par exemple dans une habitation s'il y a de l'amiante. On peut renvoyer des échantillons au laboratoire. On peut voir si dans une rivière elle n'est pas polluée. On prend voilà, des échantillons et on envoie en analyse pour voir quel type quel type de pollution y a-t-il dans la rivière, dans le lac, voilà, quel type de pollution y a-t-il. Et bien sûr, avec des rapports d'analyse, il y a des expertises, des rapports d'analyse, et à partir de ça, on peut en tirer profit pour essayer de contrecarrer, je veux dire, voilà, la pollution ou la maladie ou tout ce qui constitue un effet négatif pour la santé, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement. Parce que l'environnement, il n'y a pas que la santé des êtres humains, il y a aussi l'environnement extérieur. Être dans un environnement sain, mais c'est déjà, je veux dire, positif pour la santé. Être dans un environnement pollué, ben, on comprend que certains organes vont souffrir de cette pollution à un jour ou l'autre. Peut-être pas tout de suite, mais dans peut-être pas tout de suite, mais il y a un temps de latence pour lequel
à force d'être en contact avec cette pollution, mais ça finira par faire des comment on appelle ça, créera des maladies. Créera des maladies. Quelqu'un qui est toujours en contact avec des matières qui sont cancérogènes, mais il finira un jour ou l'autre par y subir les conséquences. Hein. Donc quand on dit cancérogène, on peut dire aussi cancérigène. Il y a cancérogène et cancérigène, bon c'est la même chose. Voilà, ceci étant dit, donc il y aura des laboratoires d'analyse qui se feront et qui tireront des conclusions de s'il s'agit de la présence de coques, de bacilles, ou de spirules, ou de virus. Alors, les bactéries, on les voit par leur forme, mais les virus, ils n'ont pas de forme générale. Hein. Donc on ne peut pas les classifier par forme. On trouve dans les virus les bâtonnets, des sphères, des cubes, et bon, comme le bactériophage, il a une tête et une queue. Bon, voilà. Voilà, donc ici, donc cette vidéo va concerner donc la latence, comme je vous ai dit, de bactéries et de virus. Alors, la latence, bien sûr, qui va dire qu'il y a une durée de latence? C'est bien sûr, vous comprendrez qu'on n'envoie pas ça comme ça en l'air. Hein. On ne dit pas, ouais, c'est peut-être 3 jours, c'est peut-être 4 jours, ouais, il reste peut-être un mois. Bon, ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. C'est pas... la latence, c'est quelque chose de scientifique. Donc en fait, ça fait partie des expertises scientifiques. Ce sont des laboratoires qui font des essais et qui disent que, bon, combien de temps ça peut durer. Bon, alors maintenant, je n'aime pas de donner des temps de latence. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que, bon, de un, il y a une circulation du vent. Le vent circule. Le vent circule. Donc le vent est déjà un phénomène, on va dire, de nettoyage. Il fait circuler d'un point A à un point B, et puis d'un autre point B à un point C, puis d'un point C à un point D. Il fait circuler, je veux dire, tout ce qui est dans l'air. Il y a une circulation dans l'air. Voilà. Donc, déjà, le vent est une forme de, on va dire, de nettoyage grossier. Nettoyage grossier. Le vent est un nettoyage grossier, mais la pluie est un nettoyage grossier. Quand il commence à pleuvoir et avec, voilà, avec des coulées d'eau, ben, vous comprenez qu'il y a une circulation. Donc qu'est-ce qui fait? Quels sont les fluides qui circulent? Ben, on a un circuit qui est, les deux fluides qui circulent, qui sont présents je veux dire, à l'extérieur d'une habitation. Si vous êtes à l'intérieur de l'habitation, vous ne subirez pas ça parce que justement, vous êtes à l'abri de tout ça. Si vous avez construit ou vous louez ou vous habitez dans une maison, c'est pour être à l'abri justement je veux dire, en partie justement des aléas climatiques extérieurs. Hein. C'est pour être au chaud, déjà de première chose, au chaud. C'est pour être au chaud. Hein, quand il fait froid à l'extérieur, mettez le chauffage à la maison, mettez un système de chauffage et vous êtes bien. Voilà. Maintenant, quand il fait noir, parce que c'est la nuit, parce que voilà, voilà la lune vient tout cacher la lumière du soleil, eh bien à ce moment-là on est dans le noir. Pas le noir complet heureusement, mais dans le noir. Et là on a l'électricité qui vient nous aider pour éclairer. Donc après, ça, on est dans un espèce de cocooning. Chaleur, lumière, et puis après bon, il y a tout ce qui suit pour être dans un cocooning. Hein. Tout ce qui suit qui va avec. Mais dans un premier temps, c'est la chaleur, à l'abri des aléas climatiques et avoir une certaine lumière et bien sûr voilà. Et puis il y a tout ce qui suit qui va avec, c'est-à-dire on stocke des aliments pour pouvoir manger, on y mange, on y dort, voilà, on y travaille, on fait ses hobbies au sein d'une habitation. Mais tout simplement pour vous dire que ce que je vous dis là, c'est pour les aléas climatiques extérieurs qui permettent de nettoyer l'extérieur par les vents. Les vents font un nettoyage
on va dire, naturel, extérieur. Voilà, donc les vents, c'est quoi? Ils brassent de l'air. L'air, c'est quoi? C'est un gaz. Il contient de l'oxygène et de l'azote. Donc, et le gaz, c'est quoi? C'est un fluide. Et les rivières, ou les pluies brassent aussi. Je veux dire, donc on a un phénomène de brassage au niveau des fluides. Et le brassage des fluides au niveau de l'air, qui est le vent de l'air, les forces de vent sur l'air fait circuler l'air. Il y a une circulation d'air. Il y a une circulation d'air naturelle, et qui fait qu'en même temps on a un brassage d'air, et donc en même temps, je veux dire, une circulation d'air, et donc fatalement ça peut faire un premier nettoyage. Je dis pas que ça, voilà, je dis pas que ça nettoie tout, mais il y a beaucoup de choses qui circulent, des micro-organismes qui circulent. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, les pluies, ben oui, quand il pleut, je veux dire, ça peut faire un certain nettoyage. Bon, ça nettoie, l'eau nettoie. Bon, voilà. C'est, on va dire, un nettoyage naturel. Il y a un brassage naturel et un nettoyage naturel de fluides. Grâce aux fluides, au brassage des fluides que sont l'eau des rivières, l'eau des pluies et le fluide qu'est l'air. Tout est brassé et tout est, je veux dire, évacué, on va dire. Tout est évacué. Et alors, à un moment donné, il y a même le soleil qui va frapper et bon, qui va émettre, enfin, on aura les rayonnements UVC, et les UVC, bon, vont tuer les micro-organismes. Donc vous comprendrez que la nature, je veux dire, bien qu'il y a beaucoup de virus et de bactéries au sol et dans les milieux marins, mais bien sûr, on a quand même, je veux dire, des nettoyages qui se font et qui réduisent, je veux dire, la quantité de micro-organismes. Hein. Voilà, ils réduisent. Donc pour moi, il doit y avoir un équilibre, une régulation, voilà, au travers du soleil, de la pluie, des vents, etc. Il doit y avoir une certaine régulation. C'est pas qu'on a une quantité infinie, une quantité, voilà, pour moi, on doit sûrement avoir une régulation au niveau des micro-organismes, pour moi. Voilà, alors maintenant, c'est bien de dire, par exemple, si je prends le Klebsiella pneumonia, 30 mois. Mais ça ne va pas comme ça, les résultats d'analyse. On ne sort jamais des temps de latence comme ça. Pourquoi? Parce que, de un, je vous parle de nettoyage naturel. Mais il peut y avoir des nettoyages, je veux dire, faits par l'être humain. Des nettoyages humains. Bon, les nettoyages humains peuvent être chimiques ou peuvent être, je veux dire, de type naturel, tels que des UVC produits par des appareils. Des appareils à UVC. Voilà. Mais il peut être chimique. Par exemple, je pense à l'eau de Javel, je pense au chlore. Voilà, le chlore qu'on met dans l'eau. Le chlore qu'on met dans l'eau comment on appelle ça? De l'eau de ville. L'eau de ville, on met du chlore dans l'eau de ville pour, bien sûr en petite quantité, hein, c'est des infimes quantités, voilà, pour diminuer les micro-organismes. Enfin, pour tuer les micro-organismes. On met du chlore dans les piscines. Voilà, et la qualité de l'eau est constamment, je veux dire, contrôlée dans les piscines. Hein. Il y a une personne qui est un maître nageur, et bon, il surveille, bon, s'il n'y a pas quelqu'un qui va se noyer, mais il surveille aussi les quantités, la qualité de l'eau, de la piscine. Et toutes les heures ou les 2 heures, il doit faire un prélèvement et vérifier si on en est bien dans les tours. Parce que certaines personnes vont dans la piscine, ils font pipi dans la piscine. Ça, vous le savez très bien, ça se passe comme ça. Il y a des personnes qui sont irrespectueuses et bon, ils font des choses qu'il ne faut pas. Bon, il y en a toujours des gens irrespectueux et je vous dis toujours, qu'est-ce qui est irrespectueux? Ben, c'est beaucoup de personnes. Parfois, ils sont même irrespectueux sans le savoir. Par exemple, quand quelqu'un est infecté, ben, la première des choses, c'est de rester, je veux dire, isolé. Rester isolé, ne pas côtoyer d'autres personnes. Parce que quelqu'un qui est infecté peut infecter d'autres personnes. C'est pas le moment d'aller visiter une personne quand on est infecté. On va jamais voir la personne, on va jamais la voir. Et quand on est infecté, vous allez la voir. Quand la personne est infectée, elle va comme par hasard faire une visite. Alors qu'elle ne fait pas de visite en temps général. En temps général, elle va pas visiter personne, mais quand elle est infectée, ça, elle vient faire une visite. Donc ça, c'est une personne irrespectueuse, tout comme la personne qui fait pipi dans la piscine. Et encore, je dirais même que pipi, c'est encore moins grave que la personne qui va visiter quelqu'un qui est malade, qui peut lui donner une maladie grave, mortelle. Donc là, bon, le respect, parce que certaines personnes se disent, bon maintenant c'est peut-être
ce n'est peut-être pas volontaire, hein, c'est peut-être, bon, la personne, elle est peut-être égoïste, elle veut aller voir quelqu'un et rire avec la personne-là, en pensant, je veux dire, à être bien, mais elle ne pense pas à l'autre personne qu'elle peut être contaminée. Donc c'est une forme d'égoïsme, hein. Voilà, il faut quelqu'un qui doit rester isolé, il doit rester isolé le temps que la bactérie ou le virus, je veux dire, parte. Ou si elle ne part pas, ben, parce qu'elle ne part pas toujours, ça peut faire des handicaps, hein, on peut avoir des invalidités à cause des virus ou de certaines bactéries, mais on peut avoir, ça peut être aussi des causes mortelles. Bon, dans les cimetières, on retrouve d'innombrables personnes qui sont mortes de bactéries, de virus. En sortie d'hôpital, d'innombrables personnes sont mortes de virus ou de bactéries. D'innombrables personnes rentrent sans virus, sans bactéries, mais ils sortent avec une maladie nosocomiale. Ils ont attrapé le virus, voilà, ils meurent. Ils rentrent par exemple pour un accident de voiture, et voilà, ils rentrent pour un fait divers. Bon, ils doivent faire une opération, mais ils sortent avec une maladie nosocomiale, et peut-être qu'ils en mourront de cette maladie nosocomiale. Et pour finir, d'un bête accident où ils avaient peut-être une bête fracture qu'il fallait opérer, mais ils se retrouvent, je veux dire, ils se retrouvent au cimetière. Donc, voilà. Et donc l'accident n'était pas si grave que ça peut-être. Et elle se retrouve à devoir faire une opération, mais au niveau de l'opération, bon, elle a été contaminée. Alors qu'on sait bien que les hôpitaux, bien qu'il y a des systèmes d'aération, et je dirais même qu'il faut faire attention au système d'aération, parce que normalement, bon, il y a tout un système de filtration, etc. Mais bon, normalement, quand il y a une infection dans un hôpital, bon, on ferme les volets, on ferme les volets pour éviter d'avoir une recirculation des airs, hein, de l'air. S'il y a une infection dans l'hôpital, bon, voilà. Normalement, les hôpitaux doivent être constamment, je veux dire, nettoyés à tout bout de champ, tout bout de champ. Tout doit être nettoyé, je veux dire, tout. Je veux dire, à la rigueur, c'est des personnes avec des UV qui doivent rentrer et décontaminer tout. Chaque chambre après la sortie d'une personne hospitalisée. Bon, mais ça devient lourd, hein. Bon, il faut des moyens pour faire ça, hein. Chaque fois, nettoyer une pièce, quand il y en a un qui est sorti, bon, ça devient très lourd. Mais c'est très lourd, mais bon, ça évite à ce que certaines personnes aillent à leur dernière demeure, c'est-à-dire le cimetière, hein. Au moins, ça préserve certaines personnes, ça pourrait préserver certaines personnes. Maintenant, rien n'empêche de faire des tentes extérieures chauffées, voilà, et de mettre en isolement ceux qui sont, par exemple, infectés. Je parle de maladies, bien sûr, qui sont transmissibles, hein, parce qu'il y a deux types de maladies, les maladies transmissibles et les non transmissibles. Mais quand il s'agit de maladies transmissibles, ben, il y a moyen de mettre des tentes, et chacun dans sa tente, séparée, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Bon, et alors, quand on va visiter une personne dans une tente, ben, on s'habille avec une combinaison très spéciale, avec des masques spéciaux, tout spécial, de manière à protéger au maximum, et bien sûr après passer par on va dire un tunnel de désinfection, soit au chlore, si la personne elle a une combinaison, ben elle passe dans une voilà, si elle a une combinaison, il n'y a pas de problème, elle peut passer dans un tunnel au chlore, ou à la javel, ou alors aux UVC, voilà. Et de telle manière à ce que toute la chaîne, en fait c'est une question de chaîne, toute la chaîne doit être sécurisée au niveau de la transmissibilité. Il faut faire en sorte d'éviter toute transmission. Toute transmission, ben, c'est de prendre les précautions dans toute la chaîne et de faire en sorte que toute la chaîne soit sécurisée. Et dans toute la chaîne sécurisée, ça aussi attaquer le virus, hein. S'il y a le moindre infection de bactéries ou de virus, c'est d'avoir non pas de se laisser attaquer par le virus ou la bactérie, mais c'est surtout d'attaquer le virus ou la bactérie. C'est-à-dire qu'on fera l'usage de produits chimiques pour tuer les germes. Tuer les germes, c'est une attaque, c'est une forme d'attaque. C'est une attaque extérieure. Parce que voilà, le virus, quand il rentre dans un corps, il peut attaquer intérieurement. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque, pour éviter que nos défenses, c'est-à-dire
comment on appelle ça, je me rappelle plus du nom, les anticours, pour éviter de mettre en marche le système d'anticours, qui est un système de défense et pas d'attaque. Ben à ce moment-là, pour éviter toute défense, mais la meilleure défense, le meilleur moyen de combattre, c'est l'attaque. Et donc, la meilleure attaque, c'est l'attaque extérieure. L'attaque extérieure, ben, c'est les gestes barrières. Se laver les mains convenablement avec un protocole. Il y a un protocole, je veux dire, bon, il y a un protocole. L'idéal, c'est de le faire à l'eau de javel, mais l'eau de javel, ça brûle les mains. Donc, à ce moment, il faut mettre une crème. Une crème. Des crèmes, si vous mettez trop d'eau de javel, il faut mettre une crème. Et en plus, l'eau de javel peut créer des bronchopneumopathie. Voilà, donc, et tout ce qui est produit chimique, c'est nocif aussi bien pour les poumons, à grande dose, bien sûr, pas petite dose. Voilà, c'est de tuer tous les germes pathogènes. Mais le problème, c'est que les germes, faire des grands nettoyages, c'est bien, mais enfin faire des grands nettoyages sanitaires, c'est bien pour tuer les virus et les bactéries, mais sachez que dans l'environnement, il y a aussi des gènes, on va dire des germes, des germes, je m'excuse, pas des gènes, des germes saprophytes, c'est-à-dire utiles. Il y a les germes pathogènes, il faut les tuer, d'accord. Et dans la chaîne, dans la chaîne, s'il y a une maladie transmissible, dans la chaîne de transmission, mais il faut casser tout ce qui est possible d'être transmis. C'est-à-dire, il faut passer par on va dire des traitements chimiques, ou je veux dire aux traitements naturels, aux ondes UVC. Au rayonnement. Rayonnement UVC. Ultraviolet. Il faut passer par ça, ou alors par des lavages de mains bien spécifiques. Il y a des lavages de mains bien. Il faut suivre un protocole de lavage de mains avec du savon spécial, etc., etc. Mais il faut faire tout le temps ça. Et alors, on évite de toucher à son GSM. Et il y a aussi les gels hydroalcooliques. Bon, certains sont virucides, d'autres bactéricides. Et certains sont virucides, bactéricides, et ils sont contre les champignons. Voilà. Je pense à l'isobétadine qui est un bactéricide, virucide et contre les champignons. Voilà, si la chaîne, dans toute la chaîne, elle est respectée, je veux dire, voilà, et qu'on évite de toucher son nez, sa bouche, ou le GSM, ou toucher son œil. Bon, et le GSM, on oublie vite. C'est vite fait de toucher son. Voilà, parce que par habitude, la personne a envie de se gratter, elle va toucher une muqueuse, hop, c'est parti. Et voilà, donc le GSM, il faut faire très attention. L'iPhone, le GSM, rempli de microbes. Donc là, bon, de temps en temps, il faut désinfecter aussi le GSM. Voilà. Parce que parfois, il y a beaucoup de médecins qui tombent dans le panneau, comme ça, ils touchent à leur GSM, et puis boum, voilà, ils sont partis avec le microbe. Bon, alors, ils étaient en bonne posture avec leur combinaison. Ils avaient tout ce qu'il fallait ils faisaient voilà, les désinfections de leur combinaison, etc., etc. Mais à un moment donné, ils tombent pour une bêtise. C'est la bêtise qui va les faire tomber dans un trou. Leur bêtise en touchant le GSM. On les appelle, boum, ils prennent le GSM et hop, c'est parti, le virus il est rentré. Enfin bref, voilà, donc il faut respecter toute la chaîne de transmission et à ce moment-là, vous mettez des personnes qui sont contaminées dans des tentes avec un chauffage, et tout existe maintenant, on peut chauffer des tentes, mettre des personnes contaminées et à ce moment-là, voilà, aller faire très attention dans la chaîne de transmission et aller apporter les soins dans la tente. Et sortir de la tente, bien sûr, en se désinfectant. Et là, bon, si on respecte toute la chaîne, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est une question de rigueur. C'est comme quelqu'un qui travaille dans un laboratoire FP4, mais il y a tout un protocole. Il y a tout un protocole à suivre pour éviter justement qu'un virus ne sorte d'un laboratoire voilà, où on manipule les virus. Il y a tout un protocole spécifique. Dans les laboratoires, il y a tous des protocoles. C'est comme vous travaillez dans une centrale nucléaire, c'est un peu la même chose, il y a des protocoles. On ne fait pas ce qu'on veut. Parce que le moindre incident ou accident, c'est la catastrophe. Vraiment la catastrophe. On pense à Tchernobyl, bon, on pense à des. Voilà, quand il y a dans la chaîne de protocolaire, il y a un incident, mineur ou majeur, mais il faut répondre, je veux dire, tout de suite à des incidents mineurs pour éviter d'avoir un enchaînement
un enchaînement, je veux dire, de cause à effet qui va provoquer, je veux dire, une catastrophe sans précédent. Et je pense à Tchernobyl. Je pense à une société qui a explosé, je veux dire, en Inde, Bhopal. Bhopal, il y a une société qui a explosé en Inde. Je pense aux conduites de gaz, voilà, qui ont explosé ici en Belgique, qui sont, je ne sais plus la ville, la commune, c'est, je peux trouver sur internet, hein, enfin je peux vous le dire. Voilà, et donc il y a différents comme ça. Si on ne respecte pas le protocole, mais fatalement on court à l'incident, l'accident. Hein. Si maintenant dans voilà, si je prends l'explosion de gaz qui a eu lieu, je sais plus où, je me rappelle plus de la ville, hein, c'est parce que ça me revient un peu le nom, voilà. Eh bien, si la personne avait fait suivi le protocole d'aller voir les plans et que les plans stipulent qu'il y a des canalisations de gaz là et qu'on ne doit pas envoyer une grue pour perforer les canalisations à ce niveau-là, notamment avec une grille, parce qu'on fait d'abord à la pioche, enfin à la pioche et à la pelle pour descendre à un certain niveau et pour voir s'il y a les canalisations présentes avant d'envoyer tout un coup de pelleteuse par machine. Hein. Parce que là, la pelleteuse, une fois qu'elle touche une canalisation de gaz, elle va faire une étincelle avec le gaz qu'il y a là-dedans. C'est l'explosion et c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est je peux trouver la ville, hein, mais je peux mettre en remarque cette ville-là, je ne me rappelle plus c'est laquelle. Voilà. Et donc, si on ne respecte pas la chaîne, ou si on ne respecte pas la chaîne si on ne respecte pas les protocoles au travers de la chaîne complète, de A à Z, mais si on ne respecte pas le protocole, il peut y avoir un incident, voire même un accident. Et donc, dans ce cas-ci, il peut avoir, si on ne respecte pas la chaîne, on peut avoir une transmission où, dans un laboratoire FP4, le virus peut partir. Le virus peut partir, la bactérie peut partir. Maintenant, quand un virus ou une bactérie est en dehors d'un laboratoire, ben, c'est la fiesta. La fiesta dans le sens où elle va faire ça, elle va contaminer elle va aller d'une personne à l'autre. Sachez que les virus sont dans les personnes. Hein. Les virus sont dans les personnes. Voilà, parce que c'est là que les hôtes des virus, c'est à l'intérieur. Hein. Le virus, il ne vit pas à l'extérieur, mais une fois qu'il a un hôte, il vit. Hein. C'est-à-dire que et quand je dis il vit, il va coloniser, il va proliférer. En prenant, je veux dire, voilà, il va proliférer. Il va injecter son matériel génétique et hop, le matériel génétique de l'être humain, si c'est un être humain qui est infecté par le virus, mais il va proliférer les virus. Qu'est-ce qui va fabriquer les virus? Mais c'est l'être humain lui-même qui va le fabriquer. Parce qu'une fois qu'il y a une porte d'entrée, le virus rentre dans le corps, il a un hôte, et une fois qu'il a un hôte, eh ben, il va envoyer voilà, sa réplication au travers voilà, voilà, de l'ADN de l'être humain. Voilà, donc, et donc, qu'est-ce qui porte les virus et qui les font développer? Ben, ce sont les êtres humains. Enfin, je parle d'êtres humains, mais ça peut être des animaux, mais moi je parle dans le cadre des êtres humains. Voilà. Alors, quand je disais tout à l'heure 30 mois, oui, 30 mois, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'un résultat d'analyse, tout d'abord, 30 mois, c'est les analyses qui doivent dire ça, c'est les laboratoires. Et d'un laboratoire à l'autre, il ne faut pas qu'il y ait il faut pas qu'il y en ait un qui dise que c'est 30 mois et l'autre 5 mois. Il ne faut pas que les laboratoires se contredisent. Ça, c'est déjà une chose. Ça doit être fait par plusieurs laboratoires, par des études sérieuses, on va dire, des études sérieuses, qui vont dire bon, que c'est réellement 30 mois, 5 mois, et ça, c'est par des tests. Hein. On met le virus ou la bactérie en présence et on garde le temps que ça va rester. Bon, maintenant, il faut savoir une chose, c'est que je vous disais tout à l'heure que le virus, il y a un nettoyage, c'est ça que j'en étais en train de discuter, il va avoir déjà un premier brassage, hein, naturel, extérieur, par les vents et les pluies. Mais après, il y a aussi ceux qui viennent nettoyer les surfaces, parce que les surfaces, elles ne restent pas toujours, on va dire, elles sont nettoyées. Il y a des gens qui vont venir nettoyer à l'eau de Javel. Certains vont nettoyer à l'eau, mais ça ne suffit peut-être pas à l'eau. Mais bon, parce que l'eau est transporteur aussi de microbes. Hein. Enfin, une fois qu'il est en dehors du robinet, bon, c'est la porte ouverte à
à tous les microbes qui sont extérieurs. Donc les microbes, d'ailleurs, vous mettez de l'eau dans un jardin, vous mettez de l'eau et les micro-organismes vont arriver, ils vont commencer à proliférer. Moustiques et tout ce qui s'ensuit, les mouches, moustiques et toutes les toutes les petites bactéries qui vont se retrouver, voilà, voilà, à la surface de l'eau. Donc on voit bien que l'eau à l'extérieur des robinets, bien sûr, va commencer à proliférer. C'est comme un fromage. C'est un fromage, une fois que vous ouvrez, ou une nourriture, une fois que vous l'ouvrez, c'est la porte ouverte aux bactéries. Parce que au départ, tout aliment a été exempt de virus et bactéries à la fabrication. On a minimisé tout au moins le maximum de bactéries. Et s'il y a des bactéries, ce sont des bactéries utiles. Je pense au yogourt, fromage, etc. Il y a des bactéries utiles. Voilà, il y a des bactéries utiles. Maintenant, une fois que vous l'ouvrez, ben, c'est ça qui va faire la date de péremption. C'est qu'au fur et à mesure que les jours passent, mais il y a de plus en plus de bactéries. Mais à un moment donné, c'est tellement moisi que dire, il faut jeter, c'est à jeter. Hein. Donc une fois qu'on a l'ouverture, c'est pour ça qu'on dit, quand vous ouvrez, il faut fermer. Tout de suite, il ne faut pas laisser ouvert, parce que plus vous le laissez ouvert, ben, plus, je veux dire, il y a l'entrée, c'est une porte d'entrée. Les bactéries virus, ils ne cherchent qu'une porte d'entrée. Hein. Si vous ouvrez un bouchon, vous le laissez ouvert comme ça, ben, c'est la porte ouverte, c'est une porte ouverte. N'oubliez pas qu'une bactérie, un virus, il cherche un habitat. Un habitat, pour rentrer, il faut une porte. Hein. Tant que la porte est fermée, ça ne rentre pas. Par exemple, je parle de la peau. La peau ne serait pas rentrée dans la peau, les virus et les bactéries. Mais si vous coupez la peau, bien sûr, ça peut rentrer, ça va dans le sang. Ça va aller dans le sang. Ou ça peut rentrer par la bouche. Par la bouche, la bouche est ouverte. Si vous ouvrez votre bouche, ben, si quelqu'un vous positionne dans la bouche, ben voilà. Maintenant, c'est le nez. Une bouche peut être ouverte ou fermée, mais le nez, il est ouvert. Le nez, il est ouvert. Il est toujours ouvert, le nez. Le nez, donc là, ça passe direct, ça passe tout le temps. Parce que la respiration se fait soit par la bouche, par le nez, mais bon, quelqu'un qui ferme sa bouche, il respire par le nez. Voilà. Donc là, c'est une porte ouverte. Hein. Le nez, c'est vraiment une porte ouverte aux microbes. Hein. Voilà. Et le nez, on peut aller directement au poumon. Hein. Donc le nez, les poumons, c'est ouvert à l'extérieur. Hein, parce que fatalement, vous respirez. Vous respirez quoi? De l'air extérieur pour le ramener à l'intérieur du corps. Donc vous ramenez, voilà, vous brassez de l'air pour récupérer l'oxygène et l'envoyer bien sûr dans les cellules du corps. Mais en même temps, vous respirez pas que de l'air. Vous respirez tout ce qu'il y a en quantité. Vous respirez ce qu'il y a dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Peut-être de l'amiante. Peut-être de l'amiante. Il y a peut-être des résidus de drogue. Il y a peut-être beaucoup de choses. Il y a peut-être voilà, des poussières fines. Il y a peut-être de la pollution due aux voitures. Il y a voilà, vous êtes rentré dans un lieu où il y a beaucoup de bactéries. Ben, voilà, vous allez respirer les bactéries, la moisissure, les champignons, les tralali, les tralala. Voilà, on peut respirer beaucoup de choses. Parce que c'est une porte d'entrée directe. C'est une porte d'entrée directe, ça va directement au poumon. Ça va directement au poumon, voilà. Donc le poumon, il est vraiment mis en contact. Bien sûr, il y a tout un système de filtration tout le long, hein, tout le long du nez. Il y a déjà les poils. Et puis il y a tout un système de filtration jusqu'au fin fond des poumons. Mais le poumon parfois il vieillit aussi. Et avec l'âge, bon, le système de filtration ne fonctionne plus correctement par rapport à ce qu'il était quand quelqu'un avait un poumon jeune et bien sûr jeune et qui n'a jamais fumé et qui n'a jamais bien sûr. Maintenant, je pense à quelqu'un qui est resté dans un incendie. Bon là, je vous dis la vérité, il va respirer, je veux dire, des fumées terribles. Il était dans un incendie, il va respirer des fumées terribles. Là, il doit aller sous caisson. On va le mettre dans un caisson. On va le mettre dans un caisson hyper bas. Parce que là ce qu'il va avaler, il va avaler ce que des gens avalé pendant des dizaines ou des vingtaines d'années, ben, il va l'avaler en 1 heure. Hein. En 1 heure ou 2, il va avaler une quantité, je veux dire, faramineuse de produits nocifs, d'autant plus on ne sait pas ce qui a brûlé.
c'est pas ce qui a brûlé. Hein. Quand il y a quelque chose qui brûle, c'est une pollution terrible, hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui brûle. Bon, si c'est, il n'y a pas que du bois qui peut brûler. Hein. Je veux dire, il y a des matières plastiques, des matières, et tout ça, c'est une respiration terrible qui va dans les poumons. Hein. Je veux dire, ça c'est le système pulmonaire peut filtrer, oui, mais à un moment donné, quand vous l'étouffez, allez, lui, c'est rien, plus rien filtrer. Hein. Vous envoyez des fumées vous rentrez dans un incendie avec des fumées terribles voilà, qui sont polluantes, d'ordre polluante, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, vous allez respirer des doses faramineuses d'agents polluants. Hein. Voilà, et donc là, il faut passer par un caisson hyperbare, et voilà, et encore, on aura toujours des séquelles de ça. Hein. D'office, les séquelles, on peut toujours en avoir quand vous respirez, je veux dire, du sable, de la silice, vous respirez du charbon, voilà. Il y a des infimes quantités qui vous rentrent dans les poumons, mais maintenant tout est une question de dose, hein, de dosage. Si vous en respirez pas beaucoup, ça va. Durant votre existence, si vous en respirez pas beaucoup, ça va. Mais si vous en respirez quasiment tous les jours pendant 20 ans, ben, ou je dirais même 10 ans, parfois, il y a certaines roches, au bout de 10 ans, le type il attrape des maladies pulmonaires, hein, au bout de 10 ans. Voilà. Mais il y en a, je pense à certaines roches, le travail de certaines roches. Voilà. Le charbon, c'est un peu plus longtemps. Les anthracosilicoses, bon, on peut penser qu'on peut avoir une anthracosilicose au bout de 20-30 ans, mais il y a certaines roches, au bout de 10 ans, la personne est déjà avec des problèmes respiratoires. Bon, ceci étant dit, donc, ouais, 30 mois, qu'est-ce que ça veut dire, la latence de 30 mois d'un laboratoire ou l'autre, ils ne doivent pas être, je veux dire, comment on appelle ça, quelqu'un qui dit 20 mois, l'autre qui dit 30 mois, bon, ils doivent être tous en harmonie au niveau des chiffres. Les chiffres doivent être tous en harmonie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 30 mois? Parce qu'il y a la surface de contact. La surface, quel type de surface? 30 mois sur quelle surface? Une surface n'est pas l'autre. Le laiton n'est pas du cuivre, le cuivre n'est pas du bois, le bois n'est pas du plastique, le plastique n'est pas du carton, le carton n'est pas du papier, le papier n'est pas... dans les plastiques, il y a toute une panoplie de plastiques. Il existe de nombreux plastiques. La chimie du plastique, elle est énorme. C'est énorme la chimie du plastique. Donc, il y a de nombreux plastiques. Le virus va rester combien de temps sur un plastique plutôt que sur un autre? Maintenant, il y a aussi les surfaces. Parce qu'on a une surface rugueuse, une surface polie, fort rugueuse, moyennement rugueuse, très très lisse. Voilà, il y a différents types de surfaces. Donc ça va dépendre, je veux dire, de l'environnement, hein, de la matière, et de l'état de surface 3. Voilà, donc c'est vraiment une variable, on va dire une fonction à plusieurs variables. C'est une fonction à plusieurs variables. Donc ici, le temps de latence est une fonction à plusieurs variables. Elle n'est pas qu'une fonction à une variable. Maintenant, quand on parle de quelque chose, il faut bien mettre des chiffres. Hein. Avoir une approximation, c'est toujours bien. Et c'est ce qui se passe ici. On met une approximation, et là, on se dit, ouais, bon, en général, voilà, on parlera de généralité. Mais normalement, c'est pas comme ça. Si on veut faire une étude exhaustive, mais il faut mettre tout dans une base de données. Une base de données en fonction des types de bactéries, en fonction des types de virus, en fonction de l'environnement pour lequel le laboratoire a été effectué, de, l'état de surface, de l'état de surface, de la matière pour laquelle le virus s'est posé, de la température, de l'humidité, de la lumière, voilà, et qui font que tout ça se met dans une base de données. Hein. Ce sont des données qui doivent se mettre dans une base de données. Voilà. On traite, bien sûr, on met une table, on crée une base de données avec voilà, une table qui va répertorier ce que je vous ai dit. Les champs qui vont répertorier tout ça, c'est les champs que je viens de vous dire. La température, un champ température, à quelle température c'est effectué, enfin, que le laboratoire est effectué, le taux d'humidité, à quel taux d'humidité, est-ce que le virus a un autre, bien sûr, déjà les températures, les virus ne vivent pas à toutes les températures, hein. Il y a une température minimale, maximale,
Hein. Donc le virus ou la bactérie, ils vivent dans une gamme. Hein. Ils vivent dans une gamme. Ils vivent dans une gamme de température. Donc 30 mois, c'est où? Parce que la courbe elle est comme ceci. C'est une courbe comme Gauss. On a le minimum et le maximum, on a l'optimum. Voilà. Où est-ce qu'on est? Voilà. Quelle température ici? Là, on n'est ni au minimum, ni à l'optimum. On est entre le minimum et l'optimum. Donc, est-ce que ça sera 30 mois entre le minimum et l'optimum? Le problème, il est là. Il est là. C'est un problème délicat. Maintenant, les rayonnements. Parce qu'on a beaucoup de lumière, peu de lumière. À quel niveau de lumière? Donc, c'est pour ça que ça devient complexe. Ça devient très complexe. Parce que c'est multivariable. C'est multivariable. Il n'y a pas qu'une variable, c'est multivariable. C'est fonction de la température, c'est-à-dire l'environnement extérieur, c'est la température, l'humidité, de la lumière. Ça va dépendre de l'état de surface. Et quel type d'état de surface? On peut mettre sur une échelle d'état de surface, il y en a toute une panoplie. Hein. On peut en mettre des milliers des états de surface. Des poreux, des non poreux, des forts poreux, des moyennement poreux. À un moment donné, il faut se décider. Bon, poreux, c'est quoi poreux? Bon, on a une gamme de 0 à 100 poreux. La rigorosité, bon, état de surface pointu, non pointu, recourbé. Enfin, c'est délicat, c'est multivariable. Hein. Bon, ben, donc, pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'on va se dire? Bon, on va se dire, bah, on va parler d'une généralité. On va se dire, bon, 30 mois. Et on comprendra que 30 mois, bah, voilà, s'il arrive à 30 mois, c'est bien. On va dire, c'est pessimiste. C'est une valeur pessimiste. Optimiste. On est optimiste. On a une valeur optimiste ici. 30, on se dit 30 mois, ben, si on arrive à 30 mois, voilà, c'est bien. Maintenant, peut-être qu'on n'aura pas 30 mois, on aura peut-être 20 mois. Le Klebsiella pneumonia va rester peut-être 20 mois. Il va rester peut-être 10 mois. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui vienne nettoyer avec de l'eau de Javel, parce qu'à ce moment-là, il est plus là. Il fait même pas fait même pas un jour. Il fait même pas, d'ailleurs, il fait même pas une seconde, parce que vous passez 2 fois, fini, plus de bactéries, plus de virus. Hein. Donc 30 mois sur une surface latente, comme ça, bien sûr qu'il n'y a pas de nettoyage au niveau des germes. Hein. Les germes ne sont pas nettoyés. Si on considère qu'ils ne sont pas nettoyés, ils sont sur une surface, voilà, en latence. C'est ce que j'appelle la latence. Voilà. Alors maintenant, venons-en, je veux dire, au Klebsiella pneumonia. C'est un germe respiratoire. Euh, donc, il fait 30 mois, lui. Lui, il fait 30 mois. En latence. Bon, il est latent comme ceci au travers d'une surface. Ben, bien sûr, ce sont des valeurs optimistes. Hein. Bon, on se dit si on a 30 mois, c'est bien. Si on n'a pas 30 mois, ben voilà, on est optimiste ici. Alors, le Klebsiella pneumonia, c'est une, je m'excuse, une entérobactérie qui existe en 5 espèces. Alors, c'est la plus fréquente en termes de bactéries à gram positif. C'est la plus fréquente. À gram négatif, je m'excuse. Gram négatif. Gram négatif. Donc, c'est la plus fréquente des bactéries à gram négatif dans ce qu'on appelle les maladies nosocomiales de type pneumonie. Voilà, pneumonie. Donc, ça crée une pneumonie. Donc, c'est bien un germe respiratoire. Hein. C'est un germe respiratoire. Bon, quelqu'un qui va respirer ça, ben, il a une pneumonie. Et on les retrouve, je vous dis, c'est dans les maladies nosocomiales, c'est la plus fréquente des bactéries à gram, bien sûr, négatif. À gram négatif. Alors, comment est-ce qu'elles sont? Bon, elles sont immobiles et on les trouve en colonie. Donc, elles sont fixes. Fixes, elles sont à plusieurs en colonie. Alors, l'habitat où ce qu'ils habitent, bon, on peut les retrouver dans le tube digestif, bien sûr dans l'appareil respiratoire, parce que ce sont des germes respiratoires, et fréquentes dans les selles et dans les contaminations fécales. Voilà. Donc ça, c'est les Klebsiella pneumonia.
Bon, et là, ça dure 30 mois de latence. Donc, si dans les 30 mois, il est sur une surface que vous avez respiré ça, ben, vous pouvez avoir cette maladie-là, d'où le nettoyage, l'entretien de la surface. Alors maintenant, je vais prendre une seconde bactérie qui est le Pseudomonas aeruginosa. Aeruginosa. Alors, le pseudomonas, c'est difficile à dire, hein, parce que bon, c'est vrai que déjà c'est des longs noms, c'est des longs noms, hein, Pseudomonas aeruginosa, c'est des longs noms, et en plus de ça, bon, il y a les voyelles, les consonnes, bon, il faut savoir naviguer au travers de nos voyelles et consonnes, hein, bon, c'est pas si évident. Et il y a combien de syllabes là-dedans? Bon, aerugi, a, e, ru, et ru, ru, et ru, j, no, za. Ouais, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 syllabes. Je vois 6 syllabes, donc c'est un peu normal que, bon, a, e, on change hein. A, e, on change directement, ça fait déjà 2 syllabes. Ru, ça se dit qu'en une forme, ça fait une syllabe, ça fait déjà 3 syllabes. J, ça se dit en une forme, ça fait 4 syllabes. No, en une forme, ça fait 5 syllabes. Za, ça fait 6 syllabes. On a bien 6 syllabes. Donc vous voyez que on navigue, hein. On navigue aeruginosa. Aeruginosa, 6 syllabes. Je dois prononcer 6 syllabes. Pseudo, mo, nas. As. As. Donc ici, il y a 4 syllabes. Hein. Nas. Voilà. Pseudomonas, aeruginosa, 6 syllabes. 4, 6, ça fait 10 syllabes. Encore, on navigue à travers des voyelles et des consonnes et parfois deux voyelles en même temps. A, E. A et E même, avec un accent aigu. Hein. Enfin, dites de façon aiguë. Aeruginosa. Bon, enfin bref. Alors, le Pseudomonas aeruginosa, si ça vous embête, c'est ce qu'on appelle en fait ici, le Klebsiella. C'est une entérobactérie, hein, ça je l'ai dit. Hein. C'est une entérobactérie. Voilà. Alors, le Pseudomonas aeruginosa, lui c'est un bacille. Voilà, c'est un bacille. Alors, ce qu'on appelle un bacille pyocyanique, ouais, et à la place de dire Pseudomonas aeruginosa, vous pouvez dire pio. Voilà. Si vous dites pio, ben, c'est compréhensible, on sait bien ce que c'est. Voilà, c'est le bacille pyocyanique, c'est-à-dire c'est le Pseudomonas aeruginosa. Voilà. Ou ce qu'on appelle le publeux. À gramme, lui il est à gramme négatif. Gramme négatif. Alors, lui il va rester 16 mois. Il va rester 16 mois. Donc le Pseudomonas aeruginosa, c'est une maladie, voilà, c'est une infection. On peut avoir une infection due à cette bactérie. Alors comme c'est un bacille, bon, les bacilles sont droits, et ici ils sont très mobiles. Contrairement à l'entéro ici, qui était immobile. Le Klebsiella pneumonia est immobile. Le Klebsiella pneumonia est immobile. Alors, le Pseudomonas aeruginosa, lui, il est mobile. Bon, c'est un bacille, il est droit, bien sûr. C'est un bâtonnet ou un bâton, si vous voulez. Il est très, et je dirais même très mobile. Pourquoi? Parce qu'il a, grâce à des flagelles polaires, il a des flagelles polaires. Ceci, il a des flagelles polaires comme ceci. Voilà. Peut-être qu'il en a même sur le côté, il faudrait voir, parce que bon, voilà, moi je l'ai jamais vu au microscope, je vous le dis tout de suite, hein, voilà, je l'ai jamais vu, donc je ne peux pas dire comment il est, mais en tout cas, il a des flagelles polaires pour pouvoir bouger très vite.
Alors, ils n'ont pas de spore et ils n'ont pas de capsule. Pas de pore et pas de capsule. Voilà, et ça, c'est pour le Pio. Alors, on peut les retrouver en diplobacille. Voilà. On peut les retrouver en diplobacille. En bacille, je m'excuse. En diplobacille, c'est ceci. Hein. On peut les retrouver en diplobacille, mais on peut les retrouver isolés. On peut les retrouver tout seul. Alors, il est à gram négatif. Hein. C'est une bactérie à gram négatif. Tout comme l'est le Klebsiella pneumonia, il est à gram négatif. Alors, le Klebsiella pneumonia, si vous vous rappelez ce que j'ai raconté, j'ai dit qu'il était immobile, alors que le Pseudomonas aeruginosa est mobile. Alors, bon, lui, le Klebsiella pneumonia, il vit en colonie, alors que le Pseudomonas aeruginosa, ou le Pio, si vous voulez, ben, il peut vivre isolé, ou en diplobacille, alors que lui, il vit en colonie. Voilà. Ça, c'est pour le Pio. Alors, le Pio, ben, il fait partie des maladies, bien sûr, nosocomiales, dont la mortalité est de 50%. Hein. 50% dans la mortalité, notamment pour ceux qui sont immunodéprimés. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, maintenant on peut parler de les bactéries, les virus peuvent s'attaquer aux êtres humains. Bon, soit l'être humain il peut s'en débarrasser par les anticorps, ou soit, je veux dire, il faudra des médicaments pour s'en débarrasser, grâce à une aide externe qui sont les médicaments, ou soit par les gestes barrières. L'attaque est la meilleure défense, c'est d'attaquer le virus à la source, c'est-à-dire là où il est. Là où il est, ben, on l'attaque. Comme ça, il ne nous attaque pas. Si vous l'attaquez, il ne vous attaquera pas. Voilà. Par contre, maintenant, si vous êtes quelqu'un est attaqué par une bactérie ou un virus, se pose un problème de défense. Au niveau des défenses. Qu'est-ce qui fait les défenses dans le corps? Ben, c'est les défenses immunitaires, avec les anticorps. Cependant, un système immunitaire est caractérisé par sa force. C'est-à-dire qu'un système immunitaire peut être très fort, moyennement fort, faible, très faible, voire très faible. Donc s'il est faible, le système immunitaire, on parlera de personnes à risque face à ces bactéries ou à ces virus. Alors, certains peuvent mourir très facilement d'une maladie parce qu'ils ont un système immunitaire très très faible. Bon, maintenant, les personnes à risque se constituent les personnes âgées qui n'ont plus le même système immunitaire qu'une personne qui est jeune. Une personne âgée, une personne qui est jeune, ben, normalement constituée, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes jeunes avec des maladies auto-immunes très fortes et qui ont un système immunitaire faible aussi. Hein. Bon, quand je dis une jeune personne, c'est une personne qui est en bonne santé et qui a un système immunitaire fort. Mais à la longue, le système immunitaire va subir les conséquences de la vie. Et donc, le système immunitaire va, on va dire, diminuer. Et quand on a un système immunitaire diminué, ben, c'est le risque des maladies. Ça, d'office, vous comprendrez que le corps ne combattra pas correctement. Je pense par exemple à un cancer qui viendrait, ben, le système immunitaire ne saura pas, je veux dire, se défendre face à un cancer. Je parle des personnes immunodéprimées, je parle des personnes diabétiques, je parle des personnes qui ont une maladie auto-immune, je parle des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, je parle des personnes avec des problèmes respiratoires, je parle des problèmes de personnes atteintes des reins, du foie. Voilà, toutes ces personnes-là peuvent avoir un système immunitaire qui, je veux dire, qui est faible pour diverses raisons et peuvent subir, on va dire,
subir le, comment on appelle ça, subir les effets collatéraux d'une maladie transmissible. Je vous rappelle qu'il existe des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. Et dans le transmissible, ça va toucher, si c'est une maladie infectieuse, ben, elle va toucher d'innombrables personnes. Et ces innombrables personnes, bon, si parmi elles, constituent une catégorie de personnes qui ont un système immunitaire faible et qui n'arriveront pas, je veux dire, à pouvoir résister à l'attaque de bactéries et de virus. Et donc là, à ce moment-là, ils font partie des statistiques du nombre de décès par an. Et je vous rappelle qu'en Belgique, il y a 105 000 décès en général par an, en moyenne. Hein. Voilà, ça c'est les statistiques qui donnent ça. Enfin, il faut aller les revoir parce que bon, je n'en suis pas si sûr, mais il faut aller voir les statistiques au travers de l'Institut national des statistiques de Belgique et aller voir le nombre de décès par année. On en est à 105 000 par an. Généralement, bon, les personnes vivent à un âge assez élevé quand même. En Belgique, bon, ça augure quand même que c'est un pays quand même qui reste un pays développé malgré qu'il y a la pollution. On a une densité de population, je veux dire, qui est une des plus grandes au monde, parce que bon, il y a 11 millions d'habitants sur 30 000 km², ce qui veut dire qu'il y a quand même un confinement avec des véhicules en plus un pays industrialisé depuis de nombreuses années, qui fait qu'on a quand même une certaine pollution, je veux dire, dans l'air. Hein. Donc, je veux dire, bon, donc, il y a quand même une espérance de vie qui est quand même élevée, malgré une pollution de l'air industriel, et une pollution due au moyen de télécommunication, de communication et les moyens de, je veux dire, industriels. Voilà, qui fait qu'on a une certaine pollution. Malgré tout cela, on a quand même des personnes qui vivent, je veux dire, avec un âge quand même assez avancé. On retrouve assez souvent des personnes qui décèdent, je veux dire, à 94 ans, 95, 96, 90, voire proche des 100 ans. Hein. Voire proche des 100 ans. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont proches des 100 ans en Belgique. Bon, maintenant, il n'y a rien à dire, les hôpitaux sortent leur lot, je veux dire, de personnes qui n'ont pas su échapper à leur maladie. Hein. Bon, les hôpitaux sortent un nombre très important autant on est né dans un hôpital, mais autant on risque d'y mourir dans un hôpital. On a vu le jour dans un hôpital, mais on verra peut-être la fin de sa vie dans un hôpital, parce que l'hôpital, bon, est quand même un passage, je veux dire, aussi bien d'entrée que de sortie pour la plupart des personnes. Voilà, donc ce que je disais ici, c'est que je disais que voilà, les personnes qui sont en faiblesse immunitaire risquent une mortalité plus grande que d'autres personnes. Et je rappellerai que ici, donc, j'en étais au Pseudomonas aeruginosa. Bon, il a un taux de mortalité de 50% en tant que maladie nosocomiale, donc, et notamment il touche justement des personnes qui sont immunodéprimées, en faiblesse immunitaire, due probablement à une dépression. Parce que la dépression ne joue pas que forcément psychologiquement ou nerveusement ou on va dire au niveau du cerveau, mais peut toucher tout. Une dépression peut tout toucher. Hein. Une dépression peut ramener toutes sortes de bobos au corps, parce que quand le cerveau va pas bien, ben, le corps ne va pas bien non plus. Voilà, quand le corps ne va pas bien, on peut avoir des bobos à droite à gauche, des mal incompréhensibles dans différentes zones, qui peut-être n'importe quelle zone du corps, dû à un stress ou à voilà, une déprime ou une dépression. Voilà. Alors donc, bon, celui-ci, donc c'est le Pio, là c'est le Klebsiella pneumoniae, le Pio, Pseudomonas aeruginosa. On a Escherichia coli, que tout le monde connaît, qui là, c'est un bacille. Hein. Escherichia coli est un bacille
comme le Pseudomonas aeruginosa, qui est aussi un bacille, c'est-à-dire en bâtonnet, qui est connu sous le nom de colibacille. Hein. Pour avoir plus facile, on dit colibacille, ou encore E. coli, E. coli. Il est connu sous le nom de E. coli, et qui est une qui est un bacille à Gram négatif aussi. Donc vous voyez que les trois que je viens de voir sont tous les trois Gram négatifs. Ouais. Et en fait, ils peuplent, les Escherichia coli peuplent 80% de la flore intestinale en aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Il a été trouvé. Oui, mais attention qu'il y a ici, il y a comment on appelle ça, les bactéries utiles et pathogènes. Hein. Bon, Escherichia coli, bon, 80% de la flore intestinale, bon, ce sont des bactéries utiles. Hein. Maintenant, il y a l'Escherichia coli aussi qui peut être pathogène. Par exemple, je pense à la gastroentérite. Hein. Bon, c'est un Escherichia coli, mais celui-là, il est pathogène. Mais généralement, ceux qui colonisent les intestins, 80%, qui ne laissent presque plus beaucoup de place à d'autres bactéries, parce que 80%, bon, il reste pas beaucoup de place. Voilà, il reste 20% pour placer, je veux dire, les autres bactéries. Mais si c'est fortement occupé, bon, il n'y a plus de place pour placer des autres bactéries. Hein. Voilà, Escherichia coli est une bactérie. Il y a la bactérie utile, mais pathogène. Pathogène, c'est celle qu'on va trouver dans la gastroentérite. Alors, qui crée des infections urinaires, voilà, qui peut créer une méningite, le sepsis, etc. Mais 80%, c'est, quand je dis 80%, c'est quand on a dans l'intestin, c'est une bactérie utile. Escherichia coli, c'est une bactérie utile. Voilà, donc, et puis il y a le Staphylococcus aureus. Ouais, ça c'est le, comment est-ce qu'on appelle ça, le staphylocoque doré. Voilà. Staphylococcus aureus, en fait, c'est un staphylocoque. D'abord, il n'est pas de la famille des bacilles, comme l'est le Pseudomonas aeruginosa ou l'Escherichia coli. C'est pas un entérocoque, mais c'est un staphylocoque. Staphylocoque, c'est en grappe. Il est en grappe, c'est un coq. C'est la famille des coqs. Voilà. Staphylocoque, il est en grappe. Pourquoi il est en grappe? Parce que c'est au niveau de la coupure. La coupure, elle se fait de manière, par les plans médians pour se répliquer. Ben, je veux dire, elle se fait dans différents plans. Alors bon, comme elle se fait dans différents plans, ben, la sphère a tendance à venir dans un sens, puis quand on a un plan, c'est des plans irréguliers. Le développement se fait dans des plans irréguliers, donc fatalement, elle pousse ici, elle pousse d'un autre côté, puis le plan. Voilà, les plans où on va dire ça va pousser, va se faire dans différentes directions. Et donc fatalement, si elle se fait dans différentes directions, on a différentes directions de genèse, de coque, et donc fatalement ça va donner une grappe. Et cette grappe, c'est un amas. Ça va former un amas qui va dans n'importe quel sens. Voilà, donc une fois à droite, une fois à gauche, une fois au-dessus, une fois, et ça va donner un grappe. C'est ce qu'on appelle le staphylocoque. Mais ici, on a affaire au staphylocoque aureus, c'est le staphylocoque doré. Et c'est le staphylocoque doré est la plus pathogène du genre des staphylococcus. Alors, elle est responsable d'intoxication alimentaire, des infections localisées et parfois mortelles. Hein, parfois mortelles. Et parfois, je veux dire, on peut se retrouver avec une plaque dans le ventre parce qu'on a eu un staphylocoque doré. Alors qu'on a été à l'hôpital pour autre chose. On a été pour une maladie, on se retrouve avec une seconde maladie. Voilà, une maladie par exemple nosocomiale. Voilà. Alors, pourquoi dit-on doré? Parce que c'est sa couleur due à la présence en karaté. Comment on appelle ça? Carotte. Caroténoïde. C'est le produit qui est la caroténoïde qui va donner cette couleur dorée au Staphylococcus doré, au Staphylococcus aureus. Voilà, c'est la caroténoïde qui va donner cette couleur dorée au staphylocoque doré. Alors maintenant, bon, donc celui-ci, j'ai oublié de vous dire, Escherichia coli, ça peut rester 16 mois. Voilà, 16 mois en latence. Bon, staphylocoque doré peut rester 7 mois en latence. 7 mois en latence. Alors ici, Escherichia coli, c'est des germes intestinaux.
Voilà. Et le staphylocoque, je m'excuse, les staphylocoques dorés, sont des germes qui peuvent être très résistants. Très résistants. Ouais, on a plus, on a cours. Voilà. Voilà, donc il peut être très résistant. Alors, le staphylocoque, il est à gramme positif. Il est à gramme positif. Staphylocoque doré, il est à gramme positif. Alors, encore une fois, le staphylocoque aureus, bon, ça peut être mortel pour des personnes qui sont en insuffisance immunitaire. Je pense encore une fois aux immunodéprimés. Maintenant, je veux dire, beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les hôpitaux sont déprimées. Hein. Beaucoup de personnes sont déprimées. Et donc, fatalement, un système immunitaire en relation avec leur déprime quotidienne. Et donc, à ce moment-là, ils deviennent immunodéprimés. Et quand ils se retrouvent à l'hôpital avec un staphylocoque, mais je veux dire, la vie ne laisse pas de chance parce que c'est la loi de la, comment on appelle ça, la loi de la sélection naturelle. La loi de la sélection naturelle. Les plus faibles tombent. En sélection naturelle, les plus faibles tombent. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'être faible. Une personne qui est faible au niveau physique, et mental, ben, est une proie facile pour les bactéries et les virus. Il est une proie facile parce qu'il laisse la chance au virus de gagner le combat. Parce que pour gagner le combat, il faut d'abord être fort. Fort, c'est-à-dire avoir un corps sain. Un corps, je veux dire, qui peut se... Voilà, mais on n'a pas toujours le choix parce que quelqu'un qui a le diabète, bon, il a attrapé le diabète, bon, et voilà. C'est comme ça. Il a attrapé le diabète, hein, je veux dire, on peut pas lui en vouloir. Bon, maintenant, les immunodéprimés, ben, faut voir la cause principale de la déprime, de la dépression. Et donc traiter peut-être la dépression. Traiter la dépression pour éviter, je veux dire, d'avoir comment on appelle ça, une faiblesse. Et donc être faible vis-à-vis des attaques de bactéries, de virus, et donc je dirais même par rapport à un cancer, hein, quelqu'un qui est immunodéprimé va vite va constituer une faiblesse vis-à-vis de la maladie qui est le cancer. Et donc à ce moment-là, le combat il sera gagné par le cancer si la personne, je veux dire, ne fait pas en sorte de se battre. C'est une question aussi d'immunité. D'immunité, bon, bien sûr, l'immunité ne suffit pas forcément, parce qu'en fait, on doit avoir une aide extérieure qui est la chimiothérapie, bien sûr, pour les cas de cancer. Mais l'immunité peut t'aider, l'alimentation peut t'aider, beaucoup de choses peuvent t'aider, mais je veux dire en combinaison avec une chimiothérapie, ça vous le savez très bien. Voilà. Donc toutes ces bactéries-là, ben, on peut retrouver ça dans des germes respiratoires, parfois des germes intestinaux. Oui, je vous ai oublié de dire que dans Escherichia coli, c'est monsieur Escherichia, Escherichia, voilà, qui a trouvé voilà, qui a trouvé cette bactérie-là. Hein. Il l'a trouvée dans les selles de chèvre. Bon, en quelle année? En 1885, il l'a découverte. Et c'est pour ça qu'on a attribué le nom de cette bactérie qui venait de son nom. Il s'appelle Théodore Escherichia. Voilà, vous retirez voilà, là, Théodore Escherichia. Escherichia, ça vient. Là, Escherichia s'écrit avec E-S-C-H. Et puis E-R-I-C-H. Voilà, et puis ça a donné Escherichia coli. Ou E. coli. Ou comment on appelle ça,
le colibacille. Colibacille. Donc je vous disais que ici, les bactéries, quand quelqu'un est attaqué par la bactérie, ben, s'il est faible au niveau de la santé, ben, il est une proie facile pour l'attaque de bactéries, de virus. Donc il est obligé d'être aidé par des médicaments ou des soins de santé qui vont permettre de s'en sortir. Auquel cas, s'il ne s'en sort pas, mais je vous dis, comme toujours, il peut sortir avec un handicap, une invalidité due aux bactéries ou au virus, et il peut sortir aussi, ou plutôt rentrer à l'hôpital, et sortir de l'hôpital avec, en étant mort, hein, en étant mort. Bon, maintenant, la mort, bon, c'est une question philosophique, mais je veux dire, c'est une voie de passage pour tout le monde. Bon, tout le monde va y passer. Bon, le plus tard possible, comme certains disent. Bon, 94, 95, peut-être 100 ans, tant mieux. Mais quoi qu'à 100 ans, tout commence à se déglinguer au niveau du corps. Hein. Bon, c'est bien de vivre à 100 ans, mais 100, 102, 103, 104, 105. Hein. Il y a une personne qui est morte ici en Angleterre à 117 ans. 117 ans, elle vient de mourir, voilà, tant mieux. Mais à un moment donné, oui, c'est vrai que vivre jusque-là, elle voit le monde, mais en même temps, c'est une richesse de voir le monde, mais en même temps, c'est bien sûr subir aussi les aléas de la vie, c'est-à-dire les organes vont tomber, c'est-à-dire qu'il va vivre des maladies, de nombreuses maladies. Peut-être le foie va tomber, les reins vont tomber, voilà, et il y aura les poumons qui n'aura plus voilà, les poumons d'antan, il n'aura plus le cœur d'antan, il n'aura plus, je veux dire, le cerveau d'antan, il n'aura plus les yeux d'antan, il n'aura plus les oreilles d'antan, il n'aura plus le système voilà, lymphatique d'antan, il n'aura plus le système osseux d'antan, il y aura des maux de dos au niveau des articulations. Bon, il commence à se déglinguer, bon, là, il survit, il commence à survivre. C'est plus vivre, hein. À 100 ans, 117 ans, et on ne survit plus. Alors bon, maintenant, on fera une photo. On fera une photo de la personne avec un sourire. Bon, c'est pas parce qu'il sourit dans la photo qu'il est heureux de vivre toute cette dureté de la vie. Hein. Bon, parce que les photos, c'est toujours bien. On essaie de faire en sorte de montrer une photo qu'il est content. Mais pendant qu'il fait une photo qu'il est content, pendant ce temps-là, il n'y a personne qui va. En attendant, il n'y a personne qui vient le voir, si ce n'est que pour la photo. Et son anniversaire. Les gens viennent pour son anniversaire, mais en dehors de son anniversaire, on le laisse vivre toute sa vie difficile comme ça. Et une vie difficile à vivre parce qu'en fait il a des maux, des bobos dans tout son corps. Donc en fait il survit, c'est pas qu'il vit, il survit. Voilà, alors maintenant, c'est pas agréable de voir quelqu'un partir, et quand quelqu'un part, ben, je veux dire, à sa dernière demeure, comme on dit, bien sûr, ça crée de la tristesse autour de la famille, des amis de la famille. Ça crée ou de ceux qui connaissent la personne de loin ou de proches ou de loin qui ont une certaine affection vis-à-vis de la personne voilà, qui part. Ça c'est bon, ça c'est c'est humain, c'est normal, c'est on va dire humain. Maintenant, quand on voit certaines personnes voient des autres mourir, bon, elles porteront ça comme des statistiques, mais quand c'est qu'un proche qui meurt, bon, ça c'est toute une autre, chanson. Là, à ce moment-là, ça touche son voisinage proche, et donc là, à ce moment-là, on est animé par une certaine tristesse, et ça, c'est tout à fait humain d'être triste quand on a, je veux dire, une personne que l'on est lié et qui part. Bon, maintenant, il y a au sein des familles, il y a des personnes qui ont des différends, et bon, quand il y en a un qui décède, bon, il y a parfois des personnes qui sont, on va dire, contente que l'autre partie, mais ça c'est déjà plus rare. Ça c'est de la haine qui existe dans certaines familles, mais bon, c'est rare parce que généralement quand quelqu'un décède, ben, je veux dire, si c'est de l'entourage proche, mais c'est toujours un événement triste, puisqu'en fait elle quitte la vie pour aller vers sa dernière demeure qui est voilà, le repos en paix. Et généralement, ceux qui ont attrapé des bactéries, des virus, avec une maladie nosocomiale mortelle, ben, ils finissent dans leur dernière demeure. Voilà, dans leur dernière demeure. Alors maintenant, les entérocoques. Les entérocoques sont des coques anaérobies à coquilles. Ben, ce sont des coques, hein, parce que c'est entérocoque, c'est en coquille, à gram positif. Donc ici, ils sont tous à gram négatif, sauf le staphylocoque aureus et l'entérocoque
qui est à gramme positif. Sinon, les 3 que je vous ai cités ici sont à gramme négatif. Bon, là, il crée des septicémies, des infections urinaires ou abdominales d'origine intestinale. Bon, alors maintenant, au niveau intestinal, au niveau intestinal, il y a, on peut penser que là où on a une maladie intestinale, ça peut provenir, en général, ça provient de maladies, je veux dire, dues à une alimentation qu'on aurait ingérée. Donc, il s'avérait que la source de contamination serait dans l'alimentation. Et effectivement, beaucoup de sources de contamination ne sont pas forcément au sol ou dans l'eau ou dans des, voilà, dans des égouts, loin de là. La source de contamination peut être multiple. Ça peut être des élevages, ça peut être là où on fabrique, les machines sont déjà contaminées, enfin les machines ne sont pas nettoyées correctement, où on a un élevage immense, où on ne respecte pas des protocoles d'hygiène, ou tout simplement on essaie de tenter, on tente de respecter les protocoles d'hygiène, mais qui sont, on va dire, qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, qui sont, on va dire, dangereux pour la santé. On essaie de respecter l'hygiène, mais c'est dangereux pour la santé. Je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, si je prends les œufs au fipronil, bon, ben, ça provient des élevages de poulets. Si je regarde la Hollande, c'était 50 millions de poulets. Vous imaginez le confinement de poulets, le nombre de poulets qui sont ensemble comme ça. On peut penser aux dindes, le nombre de dindes qui sont ensemble comme ça, le nombre d'animaux qui peuvent être ensemble comme ça. Parce que ce sont des élevages industriels. Donc on peut penser, des élevages industriels, bon, c'est un confinement terrible. De bétail, d'animaux, voilà, avec tous les insectes que ça peut ramener, les micro-organismes que ça peut ramener. Voilà. Alors, les personnes essayent de bien faire. Donc ils essayent de mettre des produits chimiques ou des antibactériens pour les crevettes, etc. Voilà, parce que les crevettes, il y a des bactéries, on met des antibactériens. Pour le poulet, on fait des piqûres de, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. On leur met des antibactériens, il y a des vétérinaires derrière tout ça, mais quand on a 5 millions de poulets dans un pays qui dépasse de loin, je ne sais pas combien de fois le nombre de la population de la Hollande, je ne sais pas combien elle est, 12 millions, je sais pas, la Belgique c'est 11 millions. Voilà, la Belgique c'est 11 millions. Je peux vous dire que la Belgique c'est 11 millions. La Hollande, bon, c'est un pays qui est voisin, je sais pas combien, 15 millions peut-être. Mais 15 millions et 50 millions de poulets, c'est énorme. Hein. 15 millions d'habitants et 50 millions de poulets. Il y a plus, je sais pas combien de fois, 15, 30, 45, c'est déjà plus de 3 fois la population de la Hollande. Si je prends à 15 millions, mais je sais pas combien ils sont. Hein. Voilà, je sais bien que la Belgique sont 11 millions. La Hollande, je ne sais pas combien ils sont, il faudrait le voir sur internet. Mais j'ai estimé à 15 millions la population de la Hollande. Mais entre 15 et 50 millions de poulets, mais ça fait 3 fois le nombre de la population hollandaise voilà, en poulet. Maintenant, il faut voir en moules, combien de moules qu'ils ont, combien voilà, de crevettes qu'ils ont, combien voilà, de vaches qu'ils ont, de vaches, combien de brebis, combien de moutons, combien de nombreux animaux, je veux dire, d'élevage. Combien de nombreux animaux d'élevage ont-ils? Et à ce moment-là, on peut comprendre qu'il y a un certain, je veux dire, confinement animalier ou comment on appelle, ou de mollusques, d'animaliers, de mollusques, qui fait que bon, ça nécessite bon, l'appel de vétérinaires pour contrôler tout ça et pour avoir pour respecter la chaîne, comme je vous ai dit tout à l'heure, la chaîne alimentaire. Et donc on pousse certains, je veux dire, vétérinaires à donner des produits qui sont, je veux dire,
qui sont, je veux dire, qui peuvent, qu'on croit que, bon, ils peuvent t'aider, certaines peuvent t'aider, je veux dire, dans la chaîne alimentaire, mais qui vont contaminer. Et on pense dans la chaîne alimentaire, ce qui s'est passé avec le fipronil, bien sûr, qui a contaminé plusieurs pays, dont la France, la Hollande, et tout le monde s'auto-accusait. Bon, c'est pas moi, c'est lui, ça vient de chez lui, c'est pas moi. Et puis on a été retourné jusqu'à Taïwan pour voir que, bon, là-bas aussi, il y avait des contaminations, et dans le monde, il y avait quand même quelques pays qui étaent contaminés par les œufs au fipronil. Voilà, donc en fait, après, il s'agit de quoi de, Quand tu as un pays contaminé, ben, c'est de se décharger, c'est de se dire, ouais, ben, c'est pas moi, ça vient de tel pays, nous on a respecté, vous, vous n'avez pas respecté. En attendant, c'est qui va subir les conséquences de tout ça? Mais c'est ceux qui vont manger ces œufs, c'est-à-dire c'est la population, ce sont les consommateurs. Les consommateurs vont consommer ces œufs-là et ils vont se retrouver, je veux dire, avec des œufs au fipronil. Voilà. Donc à ce moment-là, bon, on demande, quand il y a d'énormes élevages comme ça, bien sûr, il faut des règles phytosanitaires d'office. Il faut comment on appelle ça, des produits chimiques pour l'élevage. Et je pense même à l'agriculture, hein, parce qu'on pense aux herbicides, aux, on pense à tous ces produits-là chimiques qui sont les bactéricides, les virucides, les germicides, dans l'agriculture, on utilise je sais plus comment on appelle ça, enfin, je ne sais plus le mot. Dans l'agriculture, on utilise des constituants pour tuer tous les insectes, les bestioles qui s'y trouveraient. Enfin, je sais pas, je mettrai en commentaire parce que le mot ne me revient pas. Ce sont enfin bref, je ne vais pas perdre mon temps à chercher un mot que je pourrais trouver par après. Mais en fait, on utilise beaucoup de produits chimiques pour l'agriculture, euh, des élevages de plus en plus extensifs, des élevages industriels qui font que il faut contrôler tout ça au niveau phytosanitaire et que parfois on met des produits qu'il ne faut pas. Je pense par exemple à l'alimentation de la vache folle, je pense au fipronil, le problème du fipronil, je pense voilà, à tous ces virus qui naissent provenant des animaux et qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Et quand ils sont dans la chaîne alimentaire, ben, ils se retrouvent dans les magasins. Et quand ils se retrouvent dans le magasin, ben, ils se retrouvent dans l'assiette du consommateur. Et quand ils se retrouvent dans l'assiette du consommateur, ben, vous risquez de vous retrouver avec des micro-organismes tels que des bactéries et des virus, parce que d'où il vient cette bactérie de virus? Mais il vient de la chaîne alimentaire. Et il est fréquent que chaque jour, il y a une agence spécifique, heureusement, de contrôle. Par exemple, si je prends le cas de la Belgique, qui contrôle tout ça. C'est ce qu'on appelle l'AFSCA. L'agence fédérale de... l'agence fédérale de la sécurité pour la chaîne ou de la chaîne alimentaire. Là, à ce moment, elle contrôle toute la chaîne et retire des rayons, fait retirer des rayons, bon, des aliments où on aurait retrouvé voilà, des micro-organismes. Et donc, par précaution, dès le moment où ils se retrouvent dans l'un ou l'autre, des aliments, mais on retire toute la série. On retire toute la série par précaution. Parce que comme je vous dis, bon, dans la chaîne alimentaire, on peut se retrouver avec des bactéries et des virus, et donc à ce moment-là, en consommer, et donc là, se retrouver à l'hôpital à cause justement
de à l'hôpital, mais on peut en mourir, hein. On peut en mourir. Voilà. On se retrouve à l'hôpital, mais on peut en mourir. Et c'est pour ça que là, on a un organisme de contrôle qui est l'AFSCA, qui contrôle justement cette chaîne alimentaire. C'est-à-dire, si dans les frigos, on a bien respecté les températures de conditionnement des aliments, dans les frigos ou dans les congélateurs ou surgélateurs, si on respecte les températures, on va dire, standards de préservation des aliments. Si on regarde ouais, l'entérocoque, c'est 4 mois. L'entérocoque, ça va jusqu'à 4 mois. Alors, on va regarder dans toute cette chaîne alimentaire, on va contrôler des aliments, on va les prendre, voilà. Ils peuvent faire on va dire, une visite inopportune dans un commerce et venir en équipe et faire un contrôle sanitaire ou phytosanitaire en contrôlant, je veux dire, les frigos et toute la chaîne. Toute la chaîne, parce que c'est un contrôle de chaîne. Hein. Contrôle de chaîne, c'est à partir de la source jusqu'à l'aval. De la source jusqu'à l'aval. Et l'aval, il y a toute une chaîne. Ouais, il faut qu'il soit bien dans le frigo, mais quand il est sorti du frigo, ben, en sortant du frigo, est-ce qu'il ne l'a pas mis sur un lavabo où le lavabo était déjà, je veux dire, irrespectueux de l'hygiène. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas mis sur une assiette qui était irrespectueux de l'hygiène? C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Dans la restauration, il y a toute une chaîne. Le produit va passer d'un endroit à l'autre, d'un support à l'autre, tout en étant voilà, manipulé par des supports, des ustensiles de cuisine. Et il faut que tous ces ustensiles-là, c'est pas pour rien qu'on mette de l'inox, des ustensiles de cuisine en inox. C'est fait exprès justement parce que c'est un des meilleurs, je veux dire, supports facilement nettoyables et qui sont contre les germes. Contre les germes. Voilà. Tout est en inox et on a une surface bien lisse et qui est toujours la même partout et qui fait en sorte que bon, l'inox, voilà, c'est un des meilleurs moyens pour être utilisé en cuisine et de manipuler les aliments tout en respectant. Bien sûr, les aliments, on ne pose pas des aliments sur l'inox. Hein. On met des aliments dans une assiette, dans une casserole. Voilà, casserole propre, assiette propre, couvert propre, fourchette propre, cuillère propre, couteau propre, série de couteaux propres, série de voilà, tous les ustensiles de cuisine doivent respecter la chaîne alimentaire. Le four doit être propre. Donc la cuisine, c'est d'abord et avant tout un nettoyage quotidien. On nettoie tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une histoire de nettoyer pour éviter que justement les germes viennent s'y poser à certains endroits et viennent contaminer des aliments. Donc il faut le respect de la chaîne alimentaire. Donc quand on dit respect de la chaîne alimentaire, c'est tout le long de la chaîne. C'est pas forcément les couverts, c'est pas forcément. C'est aussi le cuisinier, ou les cuisiniers qui doivent respecter, avoir des habits pauvres. En fait, on est dans l'hygiène complète. Il faut une hygiène de salubrité complète et sanitaire complète. Salubrité dans le sens, il ne doit pas avoir de salissures ou des poussières à droite à gauche ou des saletés. Voilà. Et ça, c'est salubre. Au niveau salubrité, ça doit être vraiment propre au niveau salubrité. D'ailleurs, on tentera en cuisine de mettre des carrelages spécifiques. Hein. C'est des carrelages, voilà, tout ce qui est sanitaire. On peut construire une cuisine de manière à avoir voilà, des matériaux qui sont facilement à surface lisse, facilement nettoyables. Hein. On pense à l'inox, on pense au carrelage lisse, on pense à beaucoup de choses. Hein. Voilà, on pense au système d'aération, on pense à beaucoup de choses. Ben, système d'aération, il faut faire très attention parce que si ça ramène de l'air vicié, c'est pas la peine. À ce moment-là, il faut fermer les volets si ça ramène de l'air vicié, infecté. Voilà, mais si, voilà. Ou alors on fait une évacuation vers l'extérieur. Une évacuation vers l'extérieur, voilà.
On peut fonctionner en cycle ouvert ou en cycle fermé. Cycle fermé, bon, ou en cycle ouvert. Et donc, la chaîne de sécurité alimentaire est fondamentale dans l'esprit d'avoir un aliment sain dans un couvert, assiette ou peu importe. Donc, et généralement, on conserve au niveau du froid. Et là, la chaîne de conservation est fondamentale. Hein. Le froid, la chaîne de conservation est fondamentale. Donc, autant l'élevage est fondamental, on part de la source jusqu'à la fin de la chaîne. De l'élevage, il s'agit d'animaux d'élevage, de l'élevage jusqu'à l'assiette. Voilà, toute la chaîne doit être, à partir de l'élevage, je veux dire, doit être exempt de tout reproche au niveau sanitaire ou phytosanitaire. Voilà, alors maintenant, ça c'est pour les virus, les bactéries, et ici je vous donne les virus. Bon. Alors les virus, ici je vous donne le Vaccinia virus, qui dure 5 mois de latence, qui est le virus de la vaccine, l'adénovirus qui dure 3 mois, qui est le virus responsable de la conjonctivite, responsable aussi de bobos digestifs, le virus de l'hépatite A, qui peut durer 2 mois de latence, voilà, et le norovirus qui dure 7 jours, qui est qui est voilà, qui est dû, enfin qui crée la gastroentérite épidémique. Voilà, gastroentérite épidémique. Voilà. Alors, je vais juste, pour terminer cette vidéo, rechercher le mot que je cherchais tout à l'heure. On a... je ne me rappelle plus. Hein. On a le bac... On peut avoir... des bactéricides, des virucides, des herbicides, des virucides, bactéricides, antifongiques, des champignons. Alors dans les champs, on utilise, je me rappelle plus du mot, mais sinon je mets en commentaire et je termine la vidéo ici. Mais ce sont des, c'est pas des herbicides, ce sont des, je ne sais pas, je me rappelle plus. Voilà, et je vous dirai le mot que je cherche. Voilà, on met ça sur, on a un tracteur, on met ça comme ça, et on pulvérise au niveau agricole. Mais ça, c'est aussi nocif. Hein. C'est aussi nocif. On peut pulvériser. On a des insecticides. On a des insecticides. Insecticides contre les insectes. Contre les insectes, on peut pulvériser sur des pommiers. Sur des pommiers, voilà. Ou dans des champs, on peut pulvériser des produits insecticides. Et tout ça, ce sont des produits chimiques. Le problème, c'est que ça peut causer aussi des cancers aussi. Voilà. Parce que quand on avale des aliments, on est censé avaler des sucres, des glucides, des protéines, mais bien s'adjoindre là-dedans des produits chimiques autres que des produits naturels. Ce sont des produits synthétiques, fabriqués en usine, qu'on vient, je veux dire, tout simplement, qu'on vient, je veux dire, manger.
et à manger. Voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Voilà. Je vous remercie.